Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la Laracon US 2018. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la dernière conférence de la Laracon, celle de Bob Martin, The Clean Coder. Donc Bob Martin, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du développement, c'est Uncle Bob qui a écrit énormément de bouquins sur comment designer des bonnes architectures de développement. C'est quelqu'un d'assez ancien, on va dire, hein. il développe depuis très longtemps et du coup on peut douter de qui sait ce qu'il fait. Après, dans sa conférence, il a eu deux grandes parties, enfin plutôt trois grandes parties. Il a une grande partie au début sur l'éthique et un petit peu comment les développeurs sont importants dans la société, une partie sur comment développer correctement selon lui, et une dernière partie où il revient un petit peu sur l'éthique et sur comment faire des bons programmes. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit, surtout sur l'éthique, surtout sur ce qui n'était pas développement. Sur ce qui est développement, je suis un peu plus réticent sur pas mal de choses, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Donc il a commencé par nous présenter un petit peu le fait que il y a une grosse introduction qui ne servait pas à grand chose, voilà, il a fait un peu le show, etc. Et à ce moment-là, il est arrivé à nous expliquer que l'informatique est partout. Les ordinateurs sont partout. Il explique que dans ses AirPods, il y a un ordinateur dans chaque AirPod. Dans ses clés de voiture, il y a un ordinateur. Dans son iPhone, il y a une dizaine d'ordinateurs pour gérer le GPU, le CPU, la caméra, le Bluetooth, etc. Que dans les haut-parleurs, il y a aussi des ordinateurs. Que même dans les signaux sortis de secours, il y a un ordinateur parce qu'il y a une batterie. Et que pour charger ou décharger une batterie, ils utilisent des ordinateurs pour configurer ça. Et donc, il explique que la société dépend énormément des ordinateurs et du coup dépend énormément des développeurs par déduction. Donc, s'il y a un problème avec les développeurs, il y a un problème avec l'informatique. Et s'il y a un problème avec l'informatique, plus rien ne fonctionne. Parce que tout dans notre société actuelle utilise un ordinateur. On ne peut pas passer une seule minute de notre vie sans avoir à interagir avec un ordinateur quelconque à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment ça qui est important qu'il essaye de dire, et surtout que la société ne réalise pas à quel point les ordinateurs sont importants dans sa vie de tous les jours. En fait, vu qu'ils sont assez cachés, même moi je réalise pas à quel point on est dépendant des ordinateurs. Quand tu ouvres le robinet, il y a un ordinateur qui va activer des pompes, etc. Enfin, voilà, il y a plein de systèmes comme ça qu'on ne se rend pas trop compte, mais qui fonctionnent via des ordinateurs, et donc il y a des développeurs derrière qui ont développé des lignes de code pour programmer ce genre d'appareil. Donc il explique un petit peu l'éthique derrière ça, que les développeurs doivent être responsables de ce qu'ils font et qu'on doit bien développer justement parce que la société dépend énormément de nous et que du coup on doit bien développer de ce fait. Il prend l'exemple de Volkswagen, du problème de Volkswagen, c'est-à-dire que les voitures Volkswagen qui étaient sur les bancs d'essai polluaient moins que lorsqu'elles étaient dans la nature parce que des développeurs avaient truqué, on va dire, les systèmes informatiques dans la voiture pour réduire les émissions lorsqu'on était sur le banc de test. Donc il y a déjà eu des cas comme ça où ça a un peu aidé la société à se rendre compte à quel point c'était important. Aujourd'hui, dans une voiture, il y a des millions de lignes de code et que s'il y a un problème, ça peut coûter des vies à certaines personnes. Donc il expliquait aussi que les dirigeants de justement Volkswagen ont pointé du doigt les développeurs en disant que c'est eux qui ont fait ce genre de truc, on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont fait ça et ils étaient un petit peu indépendants. Donc il faut s'attendre à qu'un jour la société rejette la faute sur les développeurs s'il y a des problèmes qui arrivent dans la société. Donc ça c'est important de le savoir. Et donc il faut ne pas se dire oui, les développeurs ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Si, ils savent ce qu'ils font. Quand ils ont développé le système pour réduire les émissions de CO2, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. C'était pas non plus juste un bug comme ça, c'était quelque chose de délibéré. Donc bien sûr ils obéissaient à des ordres, mais il faut savoir aussi que les développeurs, il y a une certaine éthique à avoir. Est-ce qu'on doit faire tout ce qu'on nous dit de faire? Si on nous dit de sortir un produit à telle date et qu'on sait que ce produit-là va poser problème à telle date et que ça peut entraîner des graves problèmes sur la société, est-ce qu'on ne doit pas obliger nos décideurs à dire non, on va repousser la sortie du produit parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas possible de le sortir maintenant, ça serait un problème pour la société. Donc il y a plein de concepts comme ça et je trouve ça très intéressant de l'évoquer dans une conférence technique, de voir un petit peu l'éthique dans le monde du développement. Ensuite, après avoir passé sur cette partie-là, il va parler de comment du coup faire des bonnes architectures. Et son premier problème, que je suis assez d'accord avec lui, c'est que lorsqu'il regarde une application Rails, donc c'est la même chose quand on regarde une application Laravel, il regarde ça et il dit oui, je sais, c'est une application Rails. Et comment on sait que c'est une application Rails? Parce que la structure des dossiers, etc., nous fait penser que c'est une application Rails. C'est comme quand vous avez une application Laravel, vous voyez le app, le config, le storage, le resources, etc., vous savez que c'est une application Laravel. Et il dit que ce n'est pas forcément la meilleure manière de programmer parce qu'on ne voit pas ce que fait l'application, on voit juste le framework. Et est-ce que le framework devrait être aussi important? Est-ce que le framework devrait dominer tout? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir juste l'application qui ressort et ensuite le framework soit caché derrière? Et je suis assez d'accord avec ça, c'est pour ça que je décide moi dans mes applications dans mes grosses applications, de faire des séparations par logique métier, donc des dossiers logique métier, plutôt que d'avoir des dossiers techniques genre app, config, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis d'accord avec lui. Sur le point où je suis pas d'accord, c'est que lui, il est très, on va dire, obtus, il est un petit peu dans son idée que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il y a
plein de façons de faire et qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire et de bonne façon de faire. Il y a des façons de faire plus adaptées ou pas à différents problèmes. Par exemple, sur une petite application, une structure comme ça, c'est pas très grave. On va vite voir et trouver dans les différents dossiers ce qui est important. Et il remet souvent en question il ne parle pas trop du coût que ça coûte de faire une séparation plus nette et plus propre entre frameworks et pas. Alors après, est-ce que les frameworks devraient nous aider plus facilement à faire ce genre de choses ? Peut-être. C'est le cas par exemple avec Symfony, mais même Symfony, je regarde une application Symfony, je vois directement que c'est une application Symfony. Donc même Symfony n'est pas parfaite à ce niveau-là. Donc est-ce qu'il y a des parts partagées, des torts partagés de chaque côté ? Oui. Est-ce qu'on devrait le faire tout le temps ? Je ne suis pas sûr. Je pense que dans des petites applications, il n'y a pas de raison de se prendre la tête plus que ça à ce niveau-là. Donc ça, c'était son premier point. Ensuite, il expliquait que en fait, le web, c'était finalement qu'un I/O device, donc ce qu'il appelait qu'un input-output. Donc en fait, le web, c'est juste, on récupère des données depuis le web et on les ressort depuis le web. Et que ça ne devrait pas intervenir avec ça. Et il a une phrase assez forte, il dit, on a appris, il y a une dizaine d'années, on a appris que l'interface utilisateur, il ne fallait pas qu'elle rentre en compte, il ne fallait pas que ça soit quelque chose qui soit dans notre code, il fallait que ce soit quelque chose de séparé. Et il reste là-dessus et il dit donc du coup, on a appris ça à nos dépens et du coup maintenant, il faut faire comme ça. Il ne faut pas que notre interface, faut qu'on soit séparé par exemple de la base de données, il faut qu'on soit séparé des formulaires, il faut qu'on soit séparé du HTML, enfin du web, du HTTP. Il faut que notre business logic soit séparé de tout ça. Et il dit ça un petit peu en mode, voilà, c'est comme ça et il faut faire comme ça. Et il ne donne pas vraiment d'exemple. Pourquoi ? Moi, ce que j'ai envie de demander, c'est pourquoi faire comme ça ? Oui, d'accord, il y a peut-être eu des problèmes, mais explique-moi les problèmes. J'aime pas trop les gens qui rentrent sur leurs grands chevaux et qui disent il faut faire comme ça parce que je sais qu'il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui promulguent des choses qui sont pas très intéressantes et ils ne savent pas pourquoi. C'est parce que ils disent il faut faire comme ça parce que quelqu'un leur a dit qu'il faut faire comme ça et c'est quelle personne qui lui a dit ça, c'est parce que quelqu'un lui a dit qu'il faut faire comme ça et ça fait une sorte de téléphone arabe où on sait plus pourquoi on fait ça et c'est juste on le fait parce que voilà. Donc moi j'aimerais bien revenir un petit peu aux fondamentaux. Oui, je suis d'accord pour écouter l'avis des gens, mais qui m'expliquent avec des exemples concrets. Ok, dans ce cas-là, ça peut poser problème. S'il ne me donne pas d'exemple concret, pourquoi je les croirais ? Donc c'est là où un peu je me pose un petit peu, je me mets un peu en retrait par rapport à ce qu'il dit. Oui, séparer le web de notre business logic, donc ne pas avoir nos requests, avoir des requests séparés, d'avoir des responses séparés, et d'avoir juste notre logique métier au milieu, qui est indépendante de tout. Oui, pourquoi pas ? Je comprends que ça peut être intéressant, mais je vois pas pourquoi tu me dis qu'il faut faire tout le temps comme ça. Montre-moi des exemples qui montrent que dans n'importe quel cas, ça pose problème dans n'importe quel cas. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que dans certains cas, ça ne pose aucun problème. Et dans ce cas-là, on aurait d'autres choses à faire. Donc c'est un peu le chose de truc. Et donc ensuite, il nous montre des plans d'architecture. Et il nous dit quand on voit un plan d'architecture, on voit ce que c'est. Et ça, je suis intéressé. C'est même quelque chose qui m'intéresse. Je pense que oui, ça peut être intéressant quand on a des projets complexes. C'est intéressant de pouvoir directement du premier coup d'œil savoir un petit peu ce qui se passe. Là, par exemple, quand on voit un plan comme ça, on voit qu'il y a quelqu'un qui va être sur scène et qu'il y a des gens qui vont regarder. Je pense que dans un projet informatique qui est d'une taille assez importante, c'est intéressant de pouvoir avoir une liste un petit peu de use case, comme il l'a dit, donc des choses qui nous permettent de définir que fait le projet, sans avoir à rentrer vraiment trop fouillé dans le code, parce que ça paraît un peu logique, on va dire, c'est un peu de la logique abstraite, j'essaie de trouver des exemples, mais quand on a quelque chose de complexe, c'est bien d'avoir un sommaire. Voilà, un bouquin complexe, il y a un sommaire. Mais par contre, si ton bouquin il fait qu'une seule page, est-ce qu'avoir un sommaire est intéressant ? Non, je peux juste lire la page et trouver mes informations là-dedans. Donc c'est là où je vois un peu la différence moi, entre les gros projets et les petits projets. Faire une grosse séparation métier dans un gros projet, je vois l'intérêt, c'est une sorte de sommaire, avoir un sommaire. Et par contre, dans un petit projet, je trouve que c'est coûteux pour pas grand-chose. Créer un sommaire d'une page pour un article qui fait une page, est-ce que c'est vraiment rentable ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Donc là, voilà, moi j'ai plus une tendance nuancée à ce niveau-là sur ce qu'il raconte sur ces choses-là. Donc ensuite, il continue sur la base de données, on va dire. Il est d'accord sur le fait que la base de données ne devrait pas être au centre de tout. En fait, la base de données ne devrait pas être le dieu. Oui, pourquoi pas ? Mais est-ce que si la base de données est au centre de tout, est-ce que ça pose vraiment un problème ? Donc il explique que sur certains de ses projets, c'est plutôt vers la fin de la conférence, il explique ça, que sur certains projets, il avait repoussé la base de données. Donc il avait d'abord codé la logique métier, et ensuite il avait codé une espèce de base de données en mémoire pour continuer à coder son truc, et ensuite il avait codé une base de données sous format fichier
pour continuer à coder son truc. Évidemment, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais eu besoin de MySQL ou PostgreSQL ou une base de données plus correcte comme ça. Donc il avait repoussé, et ça avait lui permis, grâce à une séparation claire entre sa business logic et son stockage, de changer de stockage progressivement en fonction de ses besoins, et ensuite de se rendre compte qu'il n'avait pas besoin de la base de données. Et je trouve que c'est un point important. C'est des fois, on part dans des concepts, etc., on commence directement à avoir des architectures complexes, alors qu'en réalité, on pourrait simplifier les choses. Là où c'est un petit peu différent, c'est que moi, j'interprète ces choses, j'interprète sa logique d'une manière différente. Lui, il dit, je fais une architecture ultra propre, ultra stricte, etc. Je sépare bien tous mes concepts, donc le web d'un côté, le business logic de l'autre côté, et puis encore un troisième module pour la base de données, le stockage. Ensuite, le stockage, ça peut être n'importe quoi. Et donc lui, il conçoit toute cette architecture complexe pour se dire que peut-être qu'il n'a pas besoin d'une base de données MySQL. Il aura peut-être besoin que d'une base de données en mémoire. Voilà. Et donc, il peut choisir comme ça. Bah, moi, je vois ça un peu de la même manière, mais très différemment, je pense que ce qu'il veut dire, c'est dire que, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai besoin d'une super architecture ». Moi, je leur dis « Non, vous avez besoin d'une architecture simple. Au début, commencez simple. Et le jour où vous avez besoin d'une architecture plus complexe, vous en rendrez compte et vous pourrez mettre à jour la chose. Mais commencez simple. Ne mettez pas du cache tout de suite. Ne mettez pas des repositories tout de suite. Ne mettez pas des, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir d'autre, des jobs, des queues, des concepts comme ça qui sont un peu complexes. Ne les mettez pas tout de suite directement. Vous commencez votre blog, vous n'en avez pas besoin. Codez quelque chose de simple, efficace, qui répond au problème et qui répond bien au problème correctement. Ensuite, on peut voir plus tard pour extraire des modules si on en a besoin. Moi, je pense que c'est plutôt cette approche-là qu'il faut le faire. Effectivement, il faut réfléchir au fait qu'on puisse extraire des modules plus tard. Et pour lui, ce n'est pas le cas, mais pour moi, pouvoir extraire des modules, c'est à faire du test. C'est d'avoir des tests qui nous vérifient, qui confirment que notre application fonctionne bien. Et du coup, à partir du moment où on a des tests qui confirment que notre application fonctionne bien, eh ben, on peut extraire des modules, on peut réorganiser l'architecture, sans avoir peur de casser les choses. Et je pense que là, c'est là où lui on n'est pas d'accord ensemble sur ce que c'est vraiment de partir simple et de se complexifier par la suite quand on a besoin, seulement quand on a besoin. Donc lui, son architecture de rêve, c'est cette architecture-là. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de vraiment très séparé avec le user et le web à gauche. Ensuite, on a des requêtes qui rentrent dans des sortes de contrôleurs qui manipulent les entités. Et ensuite, on retourne une réponse qui va être convertie en page web, etc. Et donc là, sur cette page-là, il explique que cette architecture-là, c'est parfait parce qu'on peut switcher web par quelque chose d'autre. Oui, mais est-ce qu'on a envie de switcher web par quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai vraiment, sur mon blog, envie d'avoir un blog en ligne de commande? Non. Est-ce que cette fonctionnalité a une chance d'arriver? Non. Donc est-ce que le coût, parce qu'il ne parle pas vraiment du coût de mettre en place de telle architecture, est-ce que le coût d'une telle architecture apporte quelque chose? Vraiment par rapport à une architecture classique où on a tout un peu fusionné. Parce que pour moi, tout fusionné, il y a deux choses. Premièrement, ça réduit le coût et la complexité de la chose. Parce que quand on a une seule classe à la place d'en avoir 10, généralement c'est plus simple. Alors après, je ne dis pas quand on a une classe de 10 000 lignes, effectivement, ça devient plus complexe. Mais jusqu'à un certain point, c'est plus simple d'avoir moins d'interactions. Moins d'interactions, plus notre architecture est simple. Là, il a beaucoup d'interactions et je pense qu'on pourrait faire la même chose si on n'avait pas le web. Par exemple, on pourrait supprimer 4 interactions et 2 modules. Voilà. Donc on pourrait simplifier l'application si on n'avait pas ce système de boundary là, qui permettait de séparer le web de notre interacteur. Donc on peut simplifier les choses en supprimant des interactions, etc. Donc pour moi, quelque chose de plus simple, ça nous permet de vraiment avoir un système qui va être plus rapide à coder. Et donc, on va avoir un résultat plus rapide et pas forcément de moins bonne qualité. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en place toute cette architecture-là, donc ce coût-là, pour avoir la même fonctionnalité au final? Et c'est une question aussi de pourcentage. Est-ce qu'on va avoir besoin de remplacer le web par quelque chose d'autre? Si on sait que dans le futur, on aura besoin, ou si on se doute que dans le futur, la probabilité que ça arrive est importante. S'il n'y a aucune chance pour que ça arrive, le coût dans le ratio coût-probabilité n'est pas intéressant. Voilà. Donc c'est un petit peu moi ce qui me gêne dans ce genre d'architecture à ce niveau-là. Il explique ensuite après le système de modèle vue contrôleur. Donc voilà, on sépare bien le presenter, les vues, et que en fait la vue est qu'un plugin. Même chose. Est-ce qu'on a envie que ce soit un plugin? Parce que en plus d'augmenter les coûts, parce qu'on augmente les interactions, donc on augmente la complexité, donc on augmente les coûts de développement. Ça pour moi c'est quelque chose qui est normal. Hein. Plus on augmente la complexité de quelque chose, plus ça coûte cher. Ça me paraît correct, ça me paraît logique. En plus de ça, on a plein d'exemples qui montrent que quand on a un système avec plugin, c'est plus complexe d'utiliser les fonctionnalités du système base en fait. Alors je m'explique. Imaginons qu'on a un système de storage plugin. Imaginez que votre système de plugin, il considère que c'est une base de données SQL. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des jointures. Vous pouvez utiliser des choses comme ça, des concepts avancés SQL. Maintenant, imaginez que vous avez un concept de base de données qui n'est plus SQL seulement, mais qui est juste stockage. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus utiliser le système de jointure.
parce que ça peut être des fichiers, et dans ce cas, il n'y a pas de jointure, ou ça peut être du MongoDB, dans ce cas-là, il n'y a pas de jointure, si c'est du NoSQL. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose, vous pouvez utiliser, vous avez moins de fonctionnalités, parce que vous avez un système qui est plus généraliste. Et donc, si votre système est plus généraliste, bah, vous n'allez pas pouvoir utiliser des fonctionnalités spécifiques. Et même chose, à l'inverse, si je n'ai pas de système de plugin du tout et que j'utilise PostgreSQL et uniquement PostgreSQL, je vais pouvoir utiliser les fonctionnalités spécifiques de PostgreSQL qui sont plus performantes, qui sont plus rapides, qui sont du coup moins de code à écrire pour moi, parce que j'utilise spécifiquement PostgreSQL. Du coup, je me casse ce système de plugin et je peux juste utiliser PostgreSQL. Je ne peux plus utiliser MySQL par exemple, parce que ce n'est pas les mêmes fonctions, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités. Mais du coup, j'ai plus de fonctionnalités. Et donc c'est là où il ne présente pas ce genre de désavantage. En fait, il présente sa solution un petit peu comme c'est la solution magique qui fonctionne avec tout. Non, quand on rajoute un plugin, quand on ajoute une séparation entre deux systèmes, eh ben, on ne peut plus utiliser les fonctionnalités spécifiques de chaque système. Donc si par exemple, je prends d'autres exemples, si j'utilise une séparation, je mets une frontière avec Stripe et PayPal, je fais un système de paiement, et ben, si Stripe me fournit une fonctionnalité que PayPal n'a pas, et ben, je ne peux pas utiliser cette fonctionnalité parce que j'ai un système générique. Voilà, vous voyez un petit peu la logique. Donc c'est là où ça me pose problème, c'est qu'il ne présente pas les désavantages. Vraiment déjà, quand quelqu'un arrive sur scène et qu'il présente un avantage sans présenter les désavantages, je pense que naturellement on peut considérer que cette personne nous ment. Il n'y a pas de solution sans désavantages. Clairement si on me propose une solution qui est magique et qui fonctionne avec tout que des avantages, dans ce cas-là, oui, très bien, mais j'allais attendre de voir. Je n'ai jamais vu une solution qui n'avait que des avantages. Et je n'aime pas trop les gens qui présentent ce genre de choses en mettant « il n'y a que des avantages, c'est parfait, c'est magique ». Oui, sa solution a un désavantage, je ne le nie pas. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils nous présentent ces désavantages parce que ça fait un peu plus, pas dictature, mais c'est un peu propagande, on va dire, à ce niveau-là. Moi, je trouve ça un peu de propagande quand des présentateurs présentent des solutions sans désavantages. Donc il faut toujours essayer de réfléchir au côté négatif, même si on ne vous les présente pas, réfléchissez au côté négatif de chaque solution. Ne vous faites pas avoir par la propagande ou par la publicité, on va dire, un peu mensongère, sur ça c'est parfait, il faut faire ça. Donc ensuite, il va revenir à la suite, à la fin de sa conférence. Donc ça, c'est vraiment, moi, tout ce qu'imaginais, c'est vraiment le fait qu'il ne présentait pas les désavantages. Ces solutions, ces architectures sont belles, sont utiles pour plein de projets, j'en suis sûr. Par contre, il ne présente pas les désavantages et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Ensuite, il revient sur l'éthique, sur le fait qu'il faut qu'il y ait de la régulation dans l'informatique, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de gros problèmes, mais le jour où un développeur tuera 10 000, 50 000 personnes parce qu'il aura fait une faute dans une ligne de code, les politiques vont mettre de la régulation dans l'informatique. Ils vont nous obliger à avoir certains diplômes, ils vont nous obliger à utiliser certains langages de programmation, certains frameworks, parce qu'ils vont vouloir réguler les choses. À partir du moment où la société va se rendre compte que les développeurs peuvent tuer des dizaines de milliers de personnes sur une faute de frappe, ils vont vouloir réguler ça et vouloir encadrer ça. Il prend l'exemple des docteurs qui ont fait leur propre régulation en interne avant que l'État leur impose et du coup qui ont pu un peu quand même rester indépendants de l'État avec leur propre régulation. Et il pense, et je suis d'accord avec lui, que le test-driven development est la solution à ce problème-là. Que ça permet justement de protéger un certain chose, que ça permet d'être aussi rapide. Alors là, même chose, c'est vraiment un vendeur en fait, Martin, sur ce coup-là. Il présente le test-driven development comme c'est aussi rapide, c'est aussi efficace, ça permet d'avoir des tests, c'est parfait, etc. Non, le test-driven development n'est pas aussi rapide que de développer directement. C'est faux. Dans plein de projets, dans des gros projets peut-être, dans plein de petits projets, je suis plus rapide en écrivant directement le code que je sais qui fonctionne plutôt que d'écrire les tests avant, de faire tous mes tests, tous mes cas de tests, etc. Non, c'est faux de dire que c'est toujours plus rapide. Dans plein de petits projets, c'est plus rapide de développer directement sans test. Voilà. Est-ce que c'est bien? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est plus rapide. Et donc là, c'est encore un mensonge de sa part de dire c'est toujours plus rapide. C'est faux. Donc à ce niveau-là, je suis pas trop d'accord là-dessus, mais par contre, je suis d'accord sur le fait que le test-driven development est quelque chose de vraiment bénéfique sur les gros projets et qu'il en faut. Il en faut peut-être pas tout, peut-être pas à 100%, peut-être pas se forcer à faire que du test-driven development partout, mais si on a un projet critique qui implique la vie d'autres personnes, qui implique des grosses sommes d'argent, il faut utiliser des tests parce que c'est la seule solution de nous garantir que ça fonctionne. Ou alors de tester manuellement, mais tester manuellement, il y a toujours des risques d'oublier, il y a toujours des risques que ça prenne du temps, et voilà. Donc les tests automatiques sont vraiment importants. Ensuite, par contre, il reprend sur son projet de Boundaries en mode je vais tester mon interactor, je vais tester mon presenter, et là il dit c'est parfait, on peut faire des tests unitaires sur chaque côté. Quand on a des plugins et que tout est bien séparé, on peut faire des tests unitaires partout. La même chose, il ne présente pas le désavantage. C'est bien d'avoir des tests unitaires, mais il ne présente pas le désavantage du fait que si on teste notre presenter, qu'on teste notre interacteur et qu'on voit que les deux fonctionnent, mais qu'ensuite l'intégration, il communique pas, il parle pas le même langage, on met ça en production et ça explose. Donc,
il oublie un certain cas qui est le fait que notre test unitaire, il nous fait pas faire, enfin il nous prépare pas, enfin il ne vérifie pas que notre application fonctionne dans son ensemble. C'est juste un simple composant de l'application qui fonctionne, mais il ne présente pas que l'application dans son entièreté fonctionne. Et il nous parle aussi du fait classique en disant, si vous devez, alors même chose, une phrase qu'il dit, si vous devez mettre en place du web, utiliser du web pour tester votre application, ou si vous devez mettre en place une base de données pour tester votre application, c'est mal. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est mal ? Expliquez-moi, j'aimerais bien savoir. Si vous devez mettre en place une base de données pour votre application, pour vos tests, c'est que vous avez une mauvaise architecture. Pourquoi ? Parce qu'on a dit l'inverse, tout à l'heure on a dit, si vous avez une mauvaise architecture, vous n'allez pas pouvoir tester facilement. Et si vous testez votre application facilement avec une mauvaise architecture, c'est parce que vous avez une mauvaise architecture. Enfin, il y a une histoire de ça se mord la queue un petit peu. C'est mauvais parce que c'est mauvais et voilà, c'est mauvais. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à aller mettre une base de données pour tester mon code. De toute façon, avec Laravel, c'est juste une ligne de code. Je peux même avoir une base de données SQLite en mémoire, c'est aussi rapide quasiment. Oui, c'est un petit peu plus lent, d'accord, mais l'interface est quasiment aussi propre que test unitaire classique. Je ne vois pas trop de désavantages. Il y en a quelques-uns, la vitesse, le fait qu'effectivement il faut avoir une base de données installée où il faut soit utiliser SQLite qui n'est pas forcément identique à PostgreSQL si vous utilisez PostgreSQL en prod, mais pour moi les avantages surpassent les désavantages à ce niveau-là. Donc il y en a sans doute des avantages au test unitaire, c'est plus rapide, ça permet d'avoir des meilleurs messages d'erreur, voilà, il y a plein d'avantages au test unitaire, mais le fait de dire que c'est mal d'avoir une base de données pour tester son code, je vois pas le pourquoi. Et il explique toujours pas pourquoi en fait. Donc toujours de la propagande, toujours de présentation un petit peu vendeur commercial. Je vous vends mon truc et je vous explique pas les désavantages de ma solution et je vous explique pas non plus les solutions qui peuvent exister à côté. Et donc ça, je trouve ça que c'est très très malsain au niveau d'un quelqu'un qui est aussi reconnu que lui et du coup qui va présenter ça à plein de gens et plein de gens vont le croire sur parole et vont pas essayer de réfléchir aux inconvénients de ce qu'il dit. Donc voilà, c'est ça, je trouve ça un petit peu malsain. Donc à ce niveau-là, voilà, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doive tester indépendamment les deux choses. Je pense qu'il vaut mieux tester l'ensemble. Même chose, si on teste l'ensemble, ça veut dire qu'on peut supprimer toute ton architecture là, comme je disais tout à l'heure, supprimer toutes les flèches, tout mettre dans un gros melting pot de choses sans avoir de séparation claire. On teste l'ensemble, ça fonctionne. Et le jour où on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une séparation un peu plus claire, un système de plugin ou je sais pas, voilà, on peut commencer à rajouter des boîtes, rajouter des flèches. Et vu qu'on teste l'ensemble totalement, et bah, ça veut dire que nos tests vont toujours nous garantir que notre changement d'architecture fonctionne toujours. Et ça, c'est très important. Alors qu'avec ces tests unitaires, s'il teste unitairement l'interactor, s'il teste unitairement le présenteur, si un jour il veut supprimer une boundary ou voilà, supprimer une architecture qu'il a, et bah, il peut pas. Ces tests, il peut les jeter à la poubelle et ils ne lui servent plus à rien. Alors que si on teste tout l'ensemble, on peut modifier notre architecture, on peut rajouter des boîtes, on peut rajouter des interactions, on peut rajouter des systèmes de plugins, des frontières, on peut faire tout ça. Et on a toujours nos tests qui nous garantissent que l'ensemble de l'application fonctionne correctement. Et je pense que c'est là aussi un gros avantage des tests d'intégration ou des tests fonctionnels, comme on peut les appeler, c'est le fait qu'on puisse modifier les choses. Les tests unitaires, à partir du moment où on modifie 2-3 objets, si on modifie le nom d'une fonction, et ben notre mock il est plus en sync, donc voilà, on casse tout. Donc, conférence intéressante sur l'éthique. Vraiment, très intéressante sur l'éthique, sur le fait que les développeurs doivent prendre conscience qu'ils sont importants pour la société et que du coup ils se doivent de coder des applications correctes. Par contre, beaucoup de mensonges, c'est pas des mensonges, mais ils cachent les faits. Il montre que son projet, que ses opinions à lui. Il ne montre pas les opinions concurrentes. Il ne montre pas les désavantages de ses solutions. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment pas quelqu'un qui est recommandable en fait dans son concept. Ou alors, il faut que on l'écoute avec un esprit très critique. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider à avoir un esprit critique. C'est un vendeur. En fait, voyez ça comme un vendeur, quelqu'un qui vous vend quelque chose. Très bien, vous pouvez l'écouter parce que ce qu'il dit c'est très intéressant, mais gardez un esprit critique sur ce qu'il dit, sur quand il faut le faire, quand il ne faut pas le faire. Parce que il n'y a pas de solution miracle. Je ne le répéterai jamais assez dans mes vidéos, mais il n'y a jamais de solution miracle en informatique. Que vous envoyiez une fusée ou que vous reposiez une fusée avec SpaceX, que vous fassiez un programme pour une voiture ou que vous fassiez un blog, c'est trois choses totalement différentes. Ce n'est pas possible d'avoir les mêmes règles pour ces trois projets-là. C'est impossible, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas de solution unique. Bon à tout. Donc voilà pour cette dernière conférence de la Laracon. J'espère que tous ces récaps vous auront plu. Il manque 3 vidéos, le Resisting Complexity, Hurry Slowly et Patterns that Pay Off. Je les ferai quand elles sortiront sur la chaîne de StreamEcon.
Sachant que la conférence de Adam Wathan ne sortira pas avant fin octobre parce qu'il va faire la même conférence à la Laracon AU en octobre. Donc la conférence ne sera pas disponible avant sa deuxième représentation. Pour les deux autres conférences, je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront en ligne, mais c'est sans doute le même genre de concept. Ils doivent sans doute la faire autre part plus tard. Donc j'espère pouvoir les refaire plus tard. J'espère que cette série vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous du coup vendredi pour la suite des séries habituelles de Quantique Laravel, Vue.js et Laravel et du Laraguide, etc.